salut tout le monde, c'est Ghost. Je vous avais fait une première vidéo pour vous présenter 10 choses typiques de la culture traditionnelle japonaise qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie. Enfin, si vous êtes un vrai fan du Japon. Du coup, voici la deuxième et dernière vidéo de cette fameuse bucket list spéciale Japon. D'ailleurs, comme ces vidéos vous plaisent pas mal, je me suis dit que ça pourrait être sympa, pourquoi pas, de faire une troisième vidéo, mais cette fois consacrée à la culture otaku. Donc je vous invite à voter dans le sondage qui est dans le petit i, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et avant de commencer, je tiens à préciser pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, que comme d'habitude dans toutes mes vidéos, vous trouverez dans la description une tonne de sites web et d'adresses qui vous seront utiles si vous souhaitez essayer certaines des choses présentées dans la vidéo. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Dites-moi, est-ce que vous connaissez des instruments de musique japonais? À coup sûr, la plupart d'entre vous ont pensé au shamisen. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un luth à 3 cordes dérivé du xiangxian, un instrument chinois qui fut introduit à Okinawa au XVIe siècle. C'était un instrument extrêmement joué par les geishas, et d'ailleurs vous en avez forcément déjà entendu le son. Les plus connaisseurs d'entre vous ont sûrement répondu le koto, aussi appelé la harpe japonaise. Il s'agit cette fois d'une longue cithare également originaire de la Chine qui fut introduite au Japon entre le 7e et le 8e siècle et qui est énormément utilisée dans les pièces de kabuki notamment. Mais moi, l'instrument que je préfère par-dessus tout et qui est extrêmement populaire au Japon et notamment durant les festivals, c'est le taiko, plus nationalement appelé le wadaiko, qui signifie tambour japonais. Inspiré des tambours coréens et chinois durant le 6e siècle, le taiko est un instrument très présent dans le folklore et l'histoire du Japon. Il s'agit d'ailleurs du seul instrument utilisé autant durant des cérémonies religieuses que durant des fêtes, des spectacles, ou même pour motiver les soldats ou son équipe de baseball préférée. Durant mon séjour au Japon, j'ai eu justement l'occasion de prendre un cours de taiko, donc si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait à cette occasion, je vous invite à le regarder en cliquant ici. Sachez en tout cas qu'il existe à Asakusa un tout petit musée entièrement gratuit où vous pouvez essayer librement toutes sortes de taiko. En tout cas, il est tout à fait possible au Japon de prendre des cours pour essayer n'importe lequel de ces instruments de musique. Goûter la cuisine d'un pays c'est bien, mais goûter ses alcools l'est tout autant, parce qu'il y a bien plus de différents alcools japonais que vous ne le pensez, et c'est bien plus intéressant qu'il n'y paraît de les découvrir, car ça en dit beaucoup en fait sur la culture japonaise. Exemple tout con, il existe de nombreuses brasseries au Japon, comme Asahi, Kirin, Sapporo ou Ebisu, pour ne citer que les plus connues. Elles ont toutes un goût très différent, et pourtant elles ont toutes un point commun. Elles sont carrément plus légères que les bières en Europe. Parce que ouais, le japonais qui tient mal à l'alcool, c'est pas un mythe, et pourtant ils adorent boire, ils boivent d'ailleurs pas mal. D'ailleurs, n'importe quel japonais vous le dira, il n'y a rien de mieux que de terminer la journée en buvant une bonne bière. Maintenant, il est temps que je vous révèle quelque chose d'incroyable. Saké, ce n'est pas le nom de l'alcool japonais. Non, ça veut tout simplement dire alcool. Donc si vous demandez du saké en japonais, il saura pas quoi vous servir le bougre. Du coup, ce qu'on appelle à tort le saké se dit en fait nihonshu, qui signifie alcool japonais. C'est produit exactement comme la bière par fermentation répétée, ça fait généralement entre 14 et 17 degrés et contrairement à ce que l'on peut penser, il est fabriqué à base d'un riz appelé kome, qui est différent de celui qu'on mange. Il y a également le chouchou, qui est une liqueur japonaise distillée à base de riz, orge, patates douces ou sucre brun par exemple, et qui fait entre 20 et 45 degrés. Avec mon pote Vivien, on est allé au festival du chouchou à Tokyo pour justement goûter toutes ces variétés et c'était vraiment cool. Parce que même si à la fin il m'était difficile d'avaler les mini-verres qu'on nous servait, c'était quand même super intéressant de découvrir les différentes saveurs d'une distillerie à une autre. Si vous êtes fan de whisky, vous le savez sûrement déjà, mais depuis quelques années, les maîtres de whisky, ce sont les japonais, avec notamment les maisons Nikka et Hibiki. Donc si vous allez au Japon, c'est l'occasion de ramener quelques bouteilles exclusives. Mais si j'ai un alcool et un seul à vous recommander et qui plaira même à celles et ceux qui ne sont pas trop fans du goût de l'alcool, c'est l'umeshu, c'est-à-dire l'alcool de prune qui fait entre 8 et 15 degrés. C'est tellement doux et parfumé qu'on dirait limite du sirop. Un tel délice que j'en commande à chaque fois que je vais dans un restaurant japonais, et quand je vais au Japon, forcément je ramène plusieurs bouteilles, mais faites attention parce que c'est traître, parce que c'est tellement léger que ça se boit très rapidement, et au bout du compte,
Enfin voilà, vous avez compris quoi. Dans tous les cas, sachez qu'il est possible de visiter de très nombreuses brasseries et distilleries au Japon, donc n'hésitez pas à y faire un tour, surtout que les dégustations sont souvent comprises dans les visites. Ça surprend généralement beaucoup de monde, mais le sport le plus populaire au Japon, ce n'est pas un sport japonais, ou encore moins le football, mais le baseball, qu'ils appellent Yakyu. Ce sport aurait été introduit au Japon en 1872 par l'américain Horace Wilson, qui était professeur d'anglais à l'académie Keisei, l'école la plus prestigieuse du Japon. 6 ans plus tard, le premier club de baseball du Japon est créé au sein de la compagnie des chemins de fer de Tokyo, incitant par la suite le baseball à devenir un sport scolaire et universitaire. Mais c'est en 1890 que le baseball prend de l'ampleur lorsque des matchs entre japonais et américains sont devenus populaires sur les ports de Yokohama et que des échanges universitaires commencent à se faire entre les deux pays. Comme quoi l'entente entre ces deux nations était vraiment bonne avant la Seconde Guerre mondiale. En 1934, la toute première équipe professionnelle japonaise est créée par l'empire de la presse Yomiuri et se fait donc baptiser Yomiuri Giants par le célèbre Lefty O'Doul, à l'époque organisateur des tournées et donc en partie responsable de l'émergence du baseball au Japon. Aujourd'hui, le baseball est tellement populaire que les matchs sont très fréquents et pas très chers, mais il est surtout tellement apprécié qu'il permet de découvrir une facette assez surprenante des Japonais. Car eux qui sont toujours très discrets, très réservés, parfois un peu froids voire solitaires, nous montrent durant les matchs une ambiance mais carrément différente, très joyeuse, très festive, très bruyante même. Mais il nous montre également une solidarité et un fair-play comme on en voit rarement, surtout dans le milieu du football. Bref, si comme moi vous avez l'occasion d'assister à un match de baseball, que vous soyez fan de ce sport ou pas, vraiment faites-le, vous allez adorer. Vous trouverez le planning des matchs sur le site des équipes et vous pouvez acheter les billets dans n'importe quel combini. Bon, je préfère vous prévenir des temps que vous allez en voir au Japon, peut-être un peu trop, malgré qu'ils soient tous très similaires finalement. Mais séjourner dans un temple, là par contre c'est pas pareil. Déjà ce ne sont généralement pas les mêmes temples que ceux où les Japonais se recueillent et en plus vous avez une réelle immersion dans le quotidien des prêtres. Vous levez à la même heure, vous mangez comme eux, vous assistez à la prière, et même si vous n'êtes pas du tout croyant ou que vous vénérez d'autres dieux, bah c'est pas grave, parce que clairement eux les prêtres, tout ce qu'ils veulent, c'est partager l'aspect culturel de leur religion. Et quand on part dans un pays comme le Japon, c'est ça le plus important, l'immersion culturelle. Il y a de nombreux endroits au Japon où vous pouvez séjourner dans un temple, pour ça je vous laisse chercher en fonction de votre voyage. Mais si vous souhaitez un endroit pas trop loin d'Osaka, je vous recommande d'aller à Koyasan, où j'ai justement fait un vlog là-bas. C'est une montagne sacrée et classée au patrimoine de l'UNESCO où se trouvent justement de nombreux temples très anciens, et notamment certains des plus beaux que j'ai pu voir au Japon, ainsi que le plus grand cimetière du pays. Je pense que s'il y a une saison que les Japonais préfèrent par-dessus tout, c'est bien le printemps. Parce que tous les abricotiers et les cerisiers sont en fleurs. Et il y en a tellement au Japon que lorsqu'elles sont fleuries et qu'il y a un peu de vent, on dirait qu'il neige, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il existe au Japon la fête du Hanami qui signifie littéralement voir les fleurs. La tradition est de faire un pique-nique sous les arbres en fleurs, c'est tellement populaire que durant cette période, les parcs sont remplis de monde et certaines personnes viennent carrément tôt le matin avec leurs bâches pour réserver leur emplacement. À Tokyo, l'endroit le plus prisé est bien évidemment le Shinjuku Gyoen où j'ai justement fait un vlog spécial Hanami avec des amis. Mais Nakameguro est également très prisé pour faire de belles photos et boire un verre tout en se baladant le long du canal et de ses arbres fleuris. Si comme beaucoup de monde vous souhaitez partir au Japon durant la période du Hanami, je vous invite à surveiller le site de la météo spéciale Sakura que vous trouverez en description. Mais ces dernières années, la floraison autour de Tokyo tombe généralement les 2 dernières semaines de mars. L'une des activités les plus populaires et les plus agréables à faire au Japon, c'est de se baigner dans un onsen, une source d'eau chaude naturelle provenant des volcans comme il y en a des centaines au Japon. À ne pas confondre avec les sento, qui sont de simples bains publics que l'on trouve dans n'importe quelle ville. Mais l'onsen le plus parfait, c'est celui qu'on appelle Rotenburo, qui se situe en extérieur. Certains comme à Tarakagawa Onsen longent une rivière au beau milieu de la forêt, d'autres comme à Ichikawa ou Hokkaido surplombent la mer, et d'autres encore offrent une vue resplendissante sur les montagnes ou même le mont Fuji. Bon, ce point concerne surtout les adeptes de tatouage, mais si vous en faites partie et que vous allez au Japon, ce serait dommage de ne pas se faire un irezumi, qui est un terme générique pour dire tatouage, à ne pas confondre avec yobori, qui désigne les tatouages de type occidental, et wabori, qui désigne le style de tatouage traditionnel, comme ceux que portent les yakuza, et qui sont réalisés à la façon tebori, c'est-à-dire à la main. Pour la petite histoire, les premiers tatouages au Japon étaient réalisés dès l'an -10 000 avant Jésus-Christ par les Ainu,
premier peuple japonais qui vivait sur Hokkaido et dont je vous ai raconté leur horrible histoire dans un de mes vlogs. À partir de l'an 300 après Jésus-Christ, les tatouages furent utilisés comme dans de nombreux autres pays pour marquer les criminels. Le tatouage fut ensuite interdit à partir de 1872 par le gouvernement pour donner une meilleure image du pays. Et c'est seulement en 1941 que l'interdiction fut levée suite à l'arrivée des forces américaines, après quoi la pratique du tebori s'est rapidement répandue chez les yakuza, au point qu'encore aujourd'hui le tatouage a une très mauvaise image au Japon car elle est associée à la mafia. Une des expériences les plus incroyables que vous pourriez vivre au Japon, c'est d'escalader le célèbre mont Fuji pour pouvoir observer ce fameux lever de soleil du haut de ses 3776 mètres. Un spectacle incroyable mais qui se mérite clairement car l'ascension est très loin d'être facile et prend au moins 5 heures. Notez que si vous souhaitez le faire, Fujisan est uniquement accessible du 10 juillet au 10 septembre et nécessite un minimum d'équipement mais également de préparation physique et mentale. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que c'était soit escalader le mont Fuji, soit partir une semaine à Okinawa. Je pense que pour beaucoup le choix est vite fait. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lire en détail toutes les infos qui sont sur le site du mont Fuji. Peu importe quand et où vous allez au Japon, il y aura toujours un festival pas loin. Appelés Matsuri, ils célèbrent tous quelque chose de différent et ont chacun leur spécificité. Parmi les Matsuri les plus célèbres, il y a notamment le festival de la neige qui se déroule à Sapporo en février, le Wakusa Yamayaki à Nara en janvier, le Tenjin Matsuri à Osaka en juillet, le Aoi Matsuri à Kyoto en mai, le Awa Odori à Tokushima en août, le Sanja Matsuri à Tokyo en mai, ou encore le Kanamara Matsuri à Tokushima en août. Bref, quand vous serez au Japon, renseignez-vous sur internet, dans vos guides touristiques ou auprès des offices du tourisme pour savoir où et quand se dérouleront les prochains festivals. À vrai dire, vous tomberez peut-être même dessus par hasard, comme ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et pour clore cette vidéo, je vous présente le Shikoku Henro, un pèlerinage très célèbre au Japon qui traverse 88 temples de l'île de Shikoku sur près de 1400 km qui nécessite entre 1 et 2 mois de marche. Un voyage spirituel initié il y a plus de 1200 ans par le moine Kukai Kobo Daishi. Que vous soyez amateur de randonnée, à la recherche d'un challenge sportif ou tout simplement en quête spirituelle, vous pouvez rejoindre les pèlerins habillés d'un kimono blanc appelé byakuye et qui est normalement réservé aux morts. Une tenue symbolique pour montrer qu'ils sont prêts à mourir pour accomplir ce voyage. Et si traditionnellement les temples doivent être visités dans un ordre précis, il est tout à fait possible de ne faire que tout ou partie de ce pèlerinage et dans l'ordre que vous le souhaitez. Une super façon de découvrir du paysage tout en se ressourçant physiquement et mentalement. Pour plus d'informations, je vous mets en description 2 sites très complets sur le sujet. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné de bonnes idées pour votre prochain voyage au Japon, et d'ailleurs ça me ferait plaisir que vous me disiez en commentaire ce qui vous a donné le plus envie. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je compte sur vous pour mettre un like s'il vous a plu, et en attendant la prochaine, portez-vous bien. Tchuss!